La première phase de déconfinement est donc en vigueur depuis ce matin. Fini la limite des 10 km pour se déplacer. L'interdiction est désormais levée, mais le couvre-feu maintenu de 19h à 6h. Et dans un peu plus de 15 jours, ce sera au tour des restaurateurs et cafés de rouvrir et de servir à nouveau en terrasse. Des réouvertures sous conditions. Anaïs Anquet nous a rejoint. Bonjour Anaïs. Le gouvernement qui s'est fixé un seuil d'alerte, un taux d'incidence qui doit rester en dessous des 400 pour 100 000 habitants. Exactement, et bonne nouvelle, les taux d'incidence ont baissé un peu partout en France. Désormais, il n'y a plus que 3 départements qui sont au-dessus de ce seuil de 400 cas pour 100 000 habitants. Ils sont tous situés en Île-de-France. Regardez de plus près, il y a la Seine-Saint-Denis avec 440 cas pour 100 000 habitants, le Val-de-Marne avec un taux d'incidence de 431 et le Val d'Oise avec un taux de 418. Mais c'est beaucoup mieux que la semaine dernière où il y avait encore 8 départements en zone rouge. On est désormais à 3, car dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Oise, à Paris, en Seine-et-Marne ou encore dans l'Essonne, les choses se sont améliorées. On est passé en dessous de cette barre des 400 cas. On se situe plus entre 300 et 390 cas pour 100 000 habitants. Mais pourquoi ? Vous l'avez dit, on s'intéresse à ce taux d'incidence de 400, car c'est le seuil d'alerte maximal fixé par Emmanuel Macron. S'il est dépassé dans un département, cela peut tout simplement stopper le déconfinement. Ce qui veut dire que si, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on reste au-dessus de 400 cas, cela pourrait empêcher la réouverture des terrasses à la moitié du mois de mai. Mais ce taux, il est considéré comme trop élevé par de nombreux scientifiques, car il a beaucoup augmenté ce seuil d'alerte. Il était fixé à 50 à l'été 2020, il est passé à 250 en octobre 2020, et désormais, il est donc à 400 cas pour 100 000 habitants. Et ce seuil d'alerte, Anaïs, en France, il faut quand même préciser qu'il est bien plus élevé que celui qui a été instauré dans d'autres pays européens. Exactement, c'est ça qui est critiqué par certains scientifiques qui a regardé les seuils d'alerte chez nos voisins. On va prendre par exemple l'Allemagne qui s'est fixé l'objectif d'arriver à un taux d'incidence de 100 pour totalement déconfiner le pays. En Italie, le seuil d'alerte est de 250. Si une région dépasse ce seuil, elle doit se reconfiner ou en tout cas fermer ses restaurants et ses terrasses. Même chose pour l'Espagne. Là aussi, le seuil est de 250. Vous le voyez, c'est largement en dessous de notre seuil d'alerte de 400 cas pour 100 000 habitants. Merci beaucoup Anaïs. Anaïs Anquet, un déconfinement progressif en France qui va donc dépendre de ce seuil d'alerte, de la situation à l'hôpital, mais aussi de la vaccination. Les créneaux de rendez-vous semblent pris d'assaut. Oui, c'est un mouvement qui est observé depuis l'ouverture de la vaccination à tous les adultes vulnérables. Plus 55% de réservations observées sur le site Doctolib, par exemple. Anne-Christine Roth, Lauriane Virassamy et Pierre Lepay nous expliquent ces augmentations et ces rendez-vous qui se font rares. Est-ce l'effet de l'élargissement des publics ou de l'annonce des réouvertures prochaines ? Doctolib a enregistré 1 200 000 prises de rendez-vous depuis mercredi. Une accélération qui n'a rien d'étonnant pour son fondateur. Ça s'est accéléré parce qu'il y a plus de doses que prévu. De toute façon, aujourd'hui, la France reçoit 2,5 millions de doses par semaine et donc elle vaccine 2,5 millions de personnes par semaine. Donc si la France avait reçu plus de doses il y a 15 jours ou 3 semaines, il y aurait eu les 1,2 million de rendez-vous de la semaine dernière qui auraient été pris il y a 15 jours, 3 semaines. Les créneaux vacants sont pour la plupart en pharmacie et chez les généralistes avec AstraZeneca. À Neuilly, le centre de vaccination lui fait le plein, d'autant qu'ici, les rendez-vous sont déjà ouverts aux plus de 50 ans, sans facteur de risque. On arrive dans une tranche d'âge qui est très active, qui a envie de pouvoir continuer ses activités et qui se rend compte que si on n'est pas vacciné, la vie quotidienne ne va pas être très simple dans les semaines à venir. Et notamment avec la perspective des vacances. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Par la suite, on sera obligé de se faire vacciner quoi qu'il en soit. Déjà pour circuler si on veut voyager ou autre chose. Et il faut bien passer par là. Il serait urgent que tout le monde réalise que c'est très important de se vacciner. En Angleterre, aux États-Unis, les gens l'ont réalisé, donc je crois qu'il faut qu'on fasse pareil. Aujourd'hui, 23% des Français ont reçu au moins une injection et près de 10% les 2 doses.
Éviter l'extrême droite, quoi qu'il en coûte. Voilà le pari politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une alliance entre Renaud Muselier et La République En Marche qui n'en finit plus de provoquer des remous au sein du parti Les Républicains. Une décision annoncée par Jean Castex hier. On va en parler bien sûr avec nos invités. Guillaume Darret, grand reporter au service politique de France Télévisions. Bonsoir Guillaume. Et avec nous en direct dans le 17-19 de France Info, François Grosdidier, maire Les Républicains de Metz. Bonsoir, merci d'être avec nous. Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, et tête de liste également dans la région Grand Est pour les élections régionales. Merci à tous les trois d'être avec nous sur France Info. On va vous entendre dans quelques instants, mais avant cela, on va s'arrêter sur la désapprobation et la colère qui domine au sein du parti LR. Une décision a d'ailleurs été entérinée. Renaud Muselier ne représente plus les Républicains pour les élections régionales en PACA. C'est ce que nous explique Léo Péchard. Ils sont venus pour la réouverture de cette ligne de train hors service après le passage de la tempête Alex en octobre dernier. Mais rattrapés par l'actualité, Renaud Muselier et Christian Estrosi n'ont pas échappé aux questions sur le rapprochement entre La République En Marche et les Républicains en vue des régionales. Si le président sortant de la région PACA tente de se justifier... Et je suis président d'une région avec 8 composantes politiques qui a voté à l'unanimité la réouverture de la Roya. Ça, c'est pas la droite et c'est pas la gauche. C'est la présidence de la région sous mon autorité avec les 8 composantes qui étaient ici pour réouvrir la Roya. Eh bien, merci à tous ceux qui sont dans ma majorité et qui sont, vous savez d'où ? De partout. Le maire de Nice, favorable au retrait de la liste de La République En Marche, préfère quant à lui botter en touche. Et nous, on préfère s'intéresser aux gens plutôt que de vous faire plaisir. S'engager pour la chose publique, c'est d'abord avoir du cœur, de l'empathie, être attentif aux autres et pas rentrer dans ces petites discussions politiciennes qui nous dépassent totalement. Ce matin encore, les réactions se sont multipliées, notamment à droite. Parmi elles, celle d'Éric Ciotti, député Les Républicains, qui condamne fermement le choix de Renaud Muselier. Il fait un choix contre notre famille politique, mais aussi contre l'intérêt général. Parce que ce choix va conduire vraisemblablement à l'élection de Thierry Mariani. Aujourd'hui, Renaud Muselier n'est plus que le tête de liste de la liste En Marche. Un rapprochement qui permet à Nicolas Bay du Rassemblement national d'appeler les électeurs des Républicains à voter pour Thierry Mariani. Les Républicains, certains en tout cas des Républicains, apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui ont vocation finalement à rejoindre Emmanuel Macron, comme d'autres l'ont fait avant eux, et ça permet aussi aux électeurs d'y voir clair. Désormais, la seule alternative à Emmanuel Macron, c'est la liste de Thierry Mariani en PACA. En fin de journée, Renaud Muselier l'a assuré, il n'y aura pas d'accord d'appareil entre les Républicains et La République En Marche, ni de fusion de liste. Une liste qui sera celle de la majorité régionale actuelle et dont seront exclus les candidats déjà sénateurs, députés ou ministres. François Grosdidier, ces réactions qu'ont provoqué justement cette alliance annoncée en région PACA, est-ce que ce sont des petites discussions politiciennes comme l'affirme Christian Estrosi ou est-ce qu'il s'agit d'une vraie trahison envers votre famille politique ? Écoutez, je crois que dans les deux sens, les termes sont un peu excessifs. C'est-à-dire qu'une élection régionale est d'abord une élection régionale et une élection territoriale. Comme une élection municipale, pour une régionale est d'abord une super municipale et pas une sous-élection présidentielle. Je crois que le pouvoir national a eu largement tort d'essayer de chercher à instrumentaliser ces élections territoriales et les régionales doivent pas être des référendums pour ou contre Macron. Les régionales doivent consister à savoir si on continue avec des majorités régionales qui vont parfois du centre-gauche jusqu'à la droite républicaine, ou alors est-ce qu'on va choisir à l'extrême droite ou la gauche qui est d'ailleurs de plus en plus à gauche. Donc la pression qu'exerce dans les différentes régions le pouvoir central, le fait que le Premier ministre vienne s'impliquer lui-même, ce qui est surréaliste, sur une élection régionale, le fait que certains cèdent. Moi, je regrette effectivement cet accord entre le Premier ministre et le président de la région. Il aurait dû envoyer balader le Premier ministre qui n'a pas à s'ingérer dans une élection régionale. Je crois que c'est une grande maladresse qui a été faite en PACA et d'ailleurs qui aujourd'hui fait des grands satisfaits c'est le Rassemblement national qui effectivement a ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire tenter de démontrer qu'il n'y a rien
entre Marine Le Pen et Macron, ce qui est d'ailleurs aussi le but de Macron, de faire qu'il n'y ait plus rien et qu'il n'y ait plus cet espace qui existe dans les régions et qui est majoritaire de force du territoire, je le dis, allant du centre à la droite républicaine, très ancré dans les territoires et animé d'abord par la volonté de servir le territoire. Même une élection régionale, le fait, c'est pas de choisir de soutenir ou de s'opposer au gouvernement, c'est de choisir une majorité pour gouverner une région. Restez avec nous, François Grosdidier. Valérie Gomez-Bassac, est-ce que c'est une erreur de la part de Jean Castex d'avoir pris la parole justement dans cette élection territoriale? Est-ce que c'est une forme d'ingérence, comme le dénonce à l'instant François Grosdidier? Alors, je ne pense pas, parce que c'est vrai que déjà, il y a une certaine proximité entre Renaud Muselier et entre M. Castex, le Premier ministre. Donc, on peut le comprendre. Ils se sont vus récemment, notamment dans différents accords qui ont pu être passés entre la région et l'État. Donc, on peut comprendre cette proximité, cette discussion. Et c'est normal, en tant que chef du gouvernement, en tant que chef de la majorité, qu'il puisse aussi donner son avis et s'intéresser de près aux élections régionales. En revanche, là où je suis d'accord, il ne faut pas qu'il y ait d'accord de parti. Ce n'est pas un accord LR et l'AREM, comme on le sait bien, hein, on a vu les réactions récentes, mais c'est vraiment une alliance de personnes qui ont envie de travailler ensemble. Ce n'est pas qu'un front républicain, c'est aussi l'envie de mener à bien un projet pour une région. Et je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire que nous sommes sur, ça a été dit précédemment d'ailleurs, nous sommes sur des élections régionales et il faut absolument réunir des personnes avec une majorité assez large, sans se perdre évidemment. Et je crois que ça va dans le bon sens. Et il faut bien mesurer aussi la spécificité de la région PACA, une région où le Rassemblement national est assez implanté, des départements où il y a eu le Rassemblement national sur certaines villes, notamment dans le Var. Donc je peux comprendre que tous ces hommes et toutes ces femmes s'allient pour aujourd'hui essayer de garder la région et que nous puissions ensemble mener un projet commun. Laurent Jacobelli, c'est une alliance de personnes qui va au-delà des partis? Alors écoutez, c'est comme ça qu'on nous rhabille l'histoire aujourd'hui, parce qu'ils ont bien compris que les électeurs, les républicains, étaient vent debout contre le fait qu'on puisse négocier leur suffrage au plus offrant. Alors on nous annonce maintenant une alliance d'hommes et de femmes et non plus une alliance de partis. Grosso modo, il y a une droite de conviction, une droite qui veut défendre la paix civile, qui veut défendre la sécurité, qui veut défendre nos territoires de toutes les émeutes et de toutes les violences. Et puis il y a les dirigeants de cette droite qui, pour un fauteuil, qui pour une voiture officielle, sont prêts à tout négocier. On a bien vu la gêne, à la fois du représentant des Républicains qui nous explique que dans la forme c'était maladroit, mais qu'au final ils feront la même chose. Et puis de la représentante de la République en marche, qui est d'ailleurs dans son rôle, on ne peut pas lui en vouloir, mais qui est heureuse parce que le piège qu'ils ont hier tendu à la gauche, ils le lancent aujourd'hui à la droite qui tombe dedans. Je crois que c'est aux électeurs des Républicains, de la droite de conviction, de savoir qui les représentera mieux. Est-ce que c'est chez nous un président de région qui est déjà en train de négocier pour le deuxième tour, ou est-ce que ce sont des listes d'union de conviction comme celle que je conduis? Et en PACA, je pense que personne ne se trompera et que la liste de Thierry Mariani recueillera les suffrages. On a d'un côté ceux qui se rallient à Macron, le président de toutes les insécurités, de toutes les divisions, et puis de l'autre, les listes soutenues par le Rassemblement national, et j'ai l'honneur d'en conduire une dans le Grand Est, qui, elles, veulent rassembler les citoyens, les électeurs, qui veulent enfin qu'on arrête avec ce système Macron. Je pense que c'est très clair. Restez avec nous, Laurent Jacobelli. Guillaume Darey, à quoi on assiste dans la région PACA? Est-ce que c'est le signe d'une forme de panique politique ou tout simplement le jeu politique? Alors, panique politique, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour la République en marche, dans un premier temps, pour l'instant, c'est plutôt bien joué. Il faudra voir effectivement le résultat. Ce sera le seul juge de paix, comme on dit, de cet accord. Mais c'est vrai que la République en marche, qui semblait clairement au fond du trou, parce qu'on voit que dans les sondages, ils étaient par exemple en PACA crédités de 13%, eh bien ils se replacent, ou en tout cas ils donnent le sentiment de se replacer au centre du jeu, alors qu'ils n'étaient pas du tout en position de force. Pour ce qui est des Républicains, ce petit vent de panique, c'est surtout parce qu'ils voient bien que cette division, cette déchirure qu'on voit aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur à droite, c'est quelque chose qui peut se passer dans l'année à venir au niveau national, parce que clairement aussi, ce qui se dessine, c'est un peu un laboratoire, ce qui pourrait arriver au niveau national avec une partie de la droite et du centre droit qui pourrait constituer une coalition
en vue d'un soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron. On évoquait le petit vent de panique, comme vous dites, chez les Républicains qui vont se réunir demain en comité stratégique. François Grosdidier, j'aimerais votre sentiment sur la création d'une liste LR en PACA. Faut-il une nouvelle liste Les Républicains dans la région PACA en vue de ces élections? Écoutez, si c'est le cas, la région sera perdue. Ce que je regrette, c'est cette profonde maladresse de Muselier qui a cédé aux sirènes, ou plutôt aux pressions du pouvoir central. C'est pas comme ça qu'on sauve sa région. Et contrairement à ce que disait Monsieur Jacobelli, je veux dire, ça se passera certainement pas comme ça dans le Grand Est ni dans les autres. Donc ne lui en déplaise, nous avons des majorités régionales qui peuvent aller effectivement du MoDem aux Républicains, mais qui comptent également beaucoup d'élus sans appartenance, mais avec une sensibilité de centre droit, mais surtout un attachement au territoire. Et que contrairement à Monsieur Macron ou Castex, et contrairement à Marine Le Pen, à Monsieur Jacobelli, nous ne voulons pas faire des régionales une élection nationale. C'est même insulter nos régions, c'est ne rien connaître d'ailleurs à la gestion des régions que de vouloir nationaliser ce scrutin. Moi, je suis maire d'une grande ville, je n'accepterai pas qu'on nationalise les enjeux dans ma ville. Eh bien, on n'a pas nationalisé les enjeux dans les régions. Et le problème, c'est de savoir si en PACA ou en Grand Est, les régions sont bien gérées, sans que la gestion ne soit abîmée ou que les enjeux soient brouillés par des considérations qui sont purement nationales dans la perspective des présidentielles. Donc et d'ailleurs, Monsieur Jacobelli est tout heureux qu'on lui serve sa soupe. Il voudrait d'ailleurs en faire une interprétation sur l'ensemble de ces régions dans la nôtre. La démarche régionale est régionale, le problème, c'est de savoir ce que l'on veut continuer, ce qu'on veut faire pour sa région, le sujet doit être là. Donc, ce qui se passe en PACA est infiniment regrettable. Vous dites vous-même, d'ailleurs, LREM se remet dans le jeu et pesait très peu, alors qui pouvait peser beaucoup aux présidentielles, aux européennes, parce que précisément les électeurs, eux, font la différence entre la gestion territoriale et les questions nationales. S'il vous plaît, moi, que les leaders nationaux se gardent bien de vouloir instrumentaliser les régionales. C'est un mauvais service à rendre aux régions, et on le voit aujourd'hui. Restez avec nous, François Grosdidier. On l'a entendu tout à l'heure, Renaud Muselier, qui a défendu justement une alliance de personnes allant au-delà des partis. Laurent Jacobelli, j'aimerais vous entendre sur le fait, notamment ce qu'a souhaité Marine Le Pen. En refondant son parti, elle a décidé de l'ouvrir, je cite, à des gens venus de tous horizons. Vous avez quitté, vous, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi ça ne passe pas pour les autres, alors que c'est quelque chose que vous avez fait, vous, justement, ce jeu d'alliance entre personnes? Mais nous, c'est fait de manière franche. Nos électeurs ne sont pas pris en traître. Nous avons ouvert les portes et les fenêtres du Rassemblement national. Marine Le Pen a parlé d'union nationale autour d'un projet. Un projet qui est de protéger les Français de toutes les insécurités, de préserver les acquis sociaux, de contrôler nos frontières, parce que l'immigration est source d'insécurité et de violence, et on le voit malheureusement ces derniers temps. Et autour de cette défense de la France et des Français, des gens arrivent, et vous le verrez sur ma liste d'ailleurs, des gens viennent de droite, de gauche, sans étiquette, parce que c'est autour d'un programme clair. Ce qui est condamnable, finalement, ce sont les petites tractations d'arrière-boutique, ce sont les langages de défausse qu'on peut entendre de la part de Monsieur Grosdidier. Vous savez, le Canard enchaîné a révélé il y a quelque temps que Jean Rottner, donc pour la région Grand Est, avait dit « Je suis prêt à tout » pour que ni la gauche ni le Rassemblement national n'arrivent au pouvoir dans la région. Ça veut dire qu'avec Madame Klinkert, qui est donc la candidate La République En Marche, les négociations ont commencé, et que ce qui ne se fera pas au premier tour, parce qu'ils sont peut-être un peu moins francs que Monsieur Muselier, se fera au deuxième tour. Mais c'est pas grave. Les électeurs sauront très bien s'y retrouver, et j'ai aujourd'hui une pensée pour les électeurs gaullistes, les électeurs de droite, qui se disent que finalement ils sont bien mal dirigés par des gens qui sont à peu près prêts à tout. Donc ils sauront faire le bon choix. Je ne suis pas inquiet, je crois en l'intelligence des électeurs. Justement, vous évoquez les électeurs, pardon, je me permets de vous couper parce que j'aimerais entendre Valérie Gomez-Bassac au sujet des électeurs et en PACA cette fois. Est-ce que finalement ce qui se passe, cette alliance entre LREM et Renaud Muselier, ça va pas brouiller les pistes? Est-ce qu'on va savoir s'y retrouver en tant qu'électeur?
Il suffit de bien l'expliquer, mais vous savez, que ce soit avec notre base militante ou avec les électeurs de manière générale, nous avons quand même des échanges, nous discutons. Nous, dès le départ, nous souhaitions ce rapprochement, donc j'en suis ravie, et donc ma base militante le savait, et donc elle comprend cette démarche. Et puis encore une fois, j'entends dire oui, ces alliances, ces négociations, etc. Enfin, nous, c'est quand même dans notre ADN, c'est dans l'ADN de l'AREM de travailler avec des personnes de droite ou de gauche, pas de voir simplement une étiquette, mais de voir des compétences, un savoir-faire, etc. Travailler avec l'équipe sortante, pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne chose, et de pouvoir nous compléter et nous aussi, participer à la politique de la région, c'est une très bonne chose. Donc c'est pas nouveau, c'est pas un scoop que l'AREM travaille aussi bien avec des gens de droite que de gauche, et le gouvernement n'est l'expression même. Guillaume, est-ce qu'on se dirige vers une explosion de la droite avec une partie des Républicains aspirés par le parti présidentiel et une autre qui le serait par le Rassemblement national? Comme si Emmanuel Macron aimerait recréer ce match de 2017. En tout cas, c'est ce qu'il avait déjà réussi en 2017 en nommant Édouard Philippe à Matignon. C'est ainsi qu'il transforme l'essai lors des législatives en disant finalement, vous voyez, je prends un Premier ministre de droite. Il continue de le faire avec Jean Castex qui vient des Républicains, et on voit bien que l'idée d'Emmanuel Macron et de son entourage, c'est de dire que finalement la menace pour la présidentielle, elle vient plutôt de la droite, avec des candidats comme Xavier Bertrand, potentiellement Valérie Pécresse, et que donc il faut essayer d'étouffer toute velléité de candidature qui pourrait le concurrencer au premier tour. Et qu'évidemment, s'il y a des alliances, par exemple au régional, ça sera compliqué pour les Républicains d'aller expliquer dans un an qu'il faut présenter un candidat contre Emmanuel Macron, alors qu'on aura fait des alliances avec lui dans certaines régions moins d'un an avant. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a un certain nombre de responsables, de députés des Républicains qui disent clairement travailler avec Emmanuel Macron, pourquoi pas? Parce que sur le fond, et pourquoi pas aussi, ils disent qu'ils ne voient pas une différence idéologique profonde. Et puis il y en a qui vous disent franchement, on ne fera pas 50 plus dans l'opposition. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui émerge à droite, oui, une partie des parlementaires, notamment des Républicains, sont tentés de soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle. On entend aussi beaucoup dire dans ceux qui sont pro-alliance que, en fait, finalement, tout est possible quand on veut éviter une victoire du RN. Là, on parle de PACA, mais est-ce que ça aussi, ça peut se répercuter au niveau national? Est-ce que ça veut dire que finalement, l'alliance est vue comme uniquement le moyen d'empêcher le Rassemblement national d'arriver quelque part au niveau élection? Oui, alors le problème, c'est qu'il y a deux faces à la pièce. C'est que ça, c'est pile, et face, il y a ceux qui vous disent, notamment chez les Républicains, et c'est un argument qui peut s'entendre, attention, parce qu'en faisant ce type d'alliance, désormais, la seule alternative et alternance qui apparaît en face d'Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Et que donc, s'il y a d'un côté les Républicains alliés avec la République en marche dans un bloc de gouvernement et une coalition, l'alternative pour une partie des Français en face, ce sera le Rassemblement national. Et regardez par exemple quelqu'un hier qui n'est pas concerné par cette région, mais par une Xavier Bertrand. Vous savez évidemment qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il a envoyé un signal très clair hier aux électeurs de droite et aux adhérents des Républicains dont il n'est plus membre. Au sujet de la décision de Renaud Muselier, il dit attention, les Républicains ne doivent pas être les supplétifs d'En Marche. En clair, il essaye d'incarner une candidature d'une droite indépendante et qui se veut différente d'Emmanuel Macron et du Rassemblement national. Si je comprends bien, quelque part, Xavier Bertrand a lancé cet avertissement. Attention, Emmanuel Macron, vous jouez aussi à un jeu dangereux, quelque part, en donnant cette place de leader de l'opposition au Rassemblement national. En tout cas, c'est ce qu'il va faire passer. Puis c'est un petit peu à double tranchant, parce qu'à la fois, on le disait, c'est assez malin dans un premier temps pour la République en marche qui se replace au centre d'un jeu régional où ils avaient l'air en très grande difficulté. Après, si au soir du premier ou du second tour, par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier allié avec la République en marche est battu, on peut très vite dire aussi, voyez, finalement, ce qui s'est passé au niveau local peut se passer au niveau national. Qu'est-ce qui nous garantit finalement que dans un an, Emmanuel Macron l'emportera, peut-être soutenu par certains Républicains, face à Marine Le Pen? Donc c'est un jeu politique risqué, dangereux pour une partie de la majorité, où effectivement les Républicains et l'entourage d'Emmanuel Macron joue gros. Et puis il y a quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué, effectivement, on l'a vu publiquement, c'est le Premier ministre. Il est intervenu, évidemment tout cela a été ficelé par l'Élysée, mais il a participé aussi aux tractations, aux discussions avec Renaud Muselier, parce qu'évidemment c'est son identité politique, et puis parce que Matignon et l'Élysée ont bien identifié que Emmanuel Macron et Jean Castex ne parlent pas finalement aux mêmes électeurs de droite. Emmanuel Macron, il parle plus, comme on dit, au CSP+, qui étaient un petit peu les mêmes séduits par Édouard Philippe. Jean Castex, dans les analyses d'opinion, il séduit plus la droite populaire, l'ancien RPR, et c'est pour ça qu'il y avait cette stratégie de duettiste. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Darré, grand reporter au service politique de France Télévisions, et merci à nos invités d'avoir été avec nous en direct.